On est de retour les amis pour Jeu la quotidienne, 23h juste après la viewing party que nous venons de vivre ensemble entre l'Italie et la Croatie. Un but partout, 1-0 pour l'Espagne face à l'Albanie. Les Espagnols ont donc fait 3/3 dans cette phase de groupe. Ce soir on va pouvoir débriefer ces matchs-là notamment. On aura également une petite séquence start, bench, sell et enfin le pronogate pour venir terminer cette émission. On fera la preview des matchs de demain dans l'émission quotidienne de midi. Également un vlog sera tourné puisque nous serons en direct du stade pour assister à la rencontre entre l'équipe de France et la Pologne. On est toujours avec les mêmes personnes, toujours Bruce. Re les gars. Toujours Yous. Re. Et toujours Pipion. Re les copains. Voilà, on est toujours avec la même équipe, le quatuor de Gelsenkirchen tout simplement, et toujours accompagné également par notre partenaire Winamax qui nous accompagne tout au long de cet Euro 2024. Votre premier dépôt est doublé en pari gratuit jusqu'à 100 € avec Winamax avec 10 € de bonus supplémentaires grâce au code ORGE10. Dépôt minimum par carte bancaire à hauteur de 15 €. Et enfin, on vous rappelle qu'il faut être majeur évidemment pour jouer au jeu d'argent et que jouer comporte les risques. Donc attention, si vous sentez que vous perdez le contrôle, vous avez un numéro pour vous faire aider. Il faut jouer pour s'amuser et non pas pour chercher à gagner sa vie tout simplement. Tout ça est dit messieurs, on va pouvoir passer directement au débrief. C'est l'heure du débrief. C'est un match nul entre la Croatie et l'Italie. Bruce, on a eu très chaud pour les Italiens puisqu'avec 3 points, ils n'avaient pas la certitude d'être qualifiés jusqu'ici. L'égalisation en fin de match fait beaucoup de bien. Ouais, il y avait eu quelques changements dans le 11 notamment avec Chiesa et Scamacca qui jouaient pas, qui n'ont pas débuté. Et ils se sont fait très peur. Pourtant, ils ont eu des occasions. Mais dans le dernier geste et dans la finition, ça a beaucoup pêché. Il y a Donnarumma pourtant qui a fait aussi le boulot parce qu'on le disait un peu plus tôt, c'est quand même incroyable de sortir le péno de Modric derrière, refaire un arrêt de taré et être complètement abandonné par sa défense. Donc il y a de quoi être très énervé pour lui quand tu vois ça. Et finalement, on va dire qu'on sentait que la Croatie au fur et à mesure du match quand même ça piochait physiquement. Ça baissait de rythme, mais c'était très compliqué. Donc, ils essaient de tenir ce résultat. Mais l'Italie, à la toute fin, j'ai envie de te dire, un peu à l'italienne. Hein. C'est un peu une spécialité aussi. Hein. Ils arrivent souvent à sortir de situation d'une manière ou d'une autre, même si là, ils se sont fait quand même très peur. Je dois avouer que l'Italie se qualifie. Mais au vu du premier match, j'ai trouvé des choses intéressantes. C'est vrai que le deuxième, ça a été plus compliqué, mais contre cette Espagne, ça aurait été compliqué pour quasi n'importe qui. Et sur ce troisième match, quand même un peu déçu de l'Italie parce qu'il y a beaucoup d'occasions. Tu sentais juste qu'en accélérant un tout petit peu, ils auraient pu faire la décision assez tôt dans le match, je pense. Mais ils ont été incapables de le faire d'une certaine manière. Après, l'essentiel pour eux quand même, c'est de mettre ce but à la fin et donc d'assurer leur qualif. Et maintenant, on verra par la suite. Mais c'est sûr qu'il faudra hausser un peu le niveau de jeu pour espérer un peu plus. Ouais. Scipion, on avait vu que là, sur cet Euro, la Croatie a perdu pas mal de joueurs qui étaient les joueurs 4 depuis pas mal d'années. On pense à Serna, on pense à Versalco. Bon, il y a quelques temps, Subasic avant lui. Mislavorcic n'était pas là. Mandzukic n'est plus là non plus. Modric vieillissant. Brozovic, lui, évolue dans le championnat d'Arabie Saoudite. On parlait d'une éventuelle fin de cycle. On a un petit peu la preuve à l'heure actuelle. La Croatie est éliminée. Il va falloir espérer une contre-performance des Tchèques et des Slovènes. Ouais, pour être meilleur troisième, là, il faudra un beau concours de circonstances. Et quoi qu'il arrive pour cette équipe croate, on sentait que sur les 2 premières prestations, ça avait été vraiment compliqué, notamment face à l'Espagne. Là, le match du soir, il est un petit peu particulier parce que finalement, tu as réussi à presque revivre. Tout d'un coup, on a ce but de Modric qui relance un espoir. Et puis finalement, je ne vais pas dire que la punition est logique parce que s'ils avaient emporté, c'est plus l'Italie qui aurait pu s'en vouloir elle-même vu toutes les occasions, comme l'a rappelé Bruce. Mais c'est vrai que c'est peut-être le moment de tourner la page, comme tu as dit, de cette génération. On pense forcément à Modric, mais aussi peut-être à un Brozovic qui sur la peine pour Rakitic, Domagoj Vida. C'est vrai que dans le chat on dit ça, c'est vrai. Hein. Rakitic n'était pas là. Non, mais il a fait partie de cette génération de croates malgré tout. Mais c'est l'école croate. Hein, tu vois, les joueurs qui peuvent sortir de la Juk Split, du Dinamo Zagreb, il y a encore de la qualité. On a vu par moments des Baturina, des Vanusek, des Suzic. Donc il y a encore cette
cette qualité-là derrière, mais forcément trancher avec ta génération dorée, ces monstres qui t'ont apporté une finale de Coupe du Monde, une demi-finale et tout, qui ont été autant performants, c'est compliqué. C'est là aussi, je pense que sélectionneur Zlatko Dalic, c'est forcément le tournoi de trop. Celui-ci, je pense que ça a été un petit peu parce qu'au-delà des résultats, c'est aussi le jeu. Si on parle du jeu, c'est ce qu'a proposé cette équipe croate. On a été, je trouve, pas mal déçus. Et des choix, est-ce qu'on met des vrais ailiers, est-ce qu'on met plutôt des milieux offensifs comme Mayer? Il n'a jamais su trouver vraiment la bonne formule. Et au final, aujourd'hui, c'est inquiétant pour la suite, même, la Croatie. Parce que là, tu vois ceux qui arrivent derrière, honnêtement, c'est pour ça que ça continue de faire confiance beaucoup aux anciens aussi, peut-être faute de mieux, mais honnêtement, ça va être compliqué pendant quelques temps. Et Youth, pour les Croates, on pensait s'appuyer notamment sur un Livakovic qui fait son match ce soir. On va pas se mentir, il fait son match, mais Livakovic qui a été bon sur la dernière compétition internationale, sur un Guardiol également qui est censé être la relève défensive. Pourtant, toute la compétition, on a vu une Croatie très friable dans le secteur défensif, aussi dû au fait que ce milieu de terrain n'a peut-être pas aussi bien travaillé que ce à quoi on pouvait penser. Ouais, on a été déçus par la Croatie. Je pense que la logique a été respectée. De 2-3 trucs niveau Wi-Fi, non? Alors normalement vous êtes de retour, vous pouvez nous dire. On est dans le chat, c'est Youss qui avait la parole. Je sais pas où j'ai été coupé, mais effectivement tu peux reprendre du début. Mais bon, de toute façon j'inventerai très déçu de la Croatie. Après on peut peut-être relativiser en se disant que c'était aussi une anomalie qu'un si petit pays ait été un si grand pays footballistiquement, et que du coup c'est normal qu'après une aussi belle génération il y a un petit déclin, et peut-être que d'ici quelques années, une autre génération renaîtra. Mais voilà, en tout cas, sur cet Euro, on a été déçus. Je pense qu'on l'a bien incité là-dessus. Et même ce soir, la Croatie est devant jusqu'à la dernière seconde. Mais je crois qu'ils ont 2 ou 3 actions qui sont les moments où il y a le penalty et le but. Mais en dehors de ça, ils n'ont pas vraiment proposé grand-chose. Ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de déstabiliser la défense italienne. C'est l'Italie qui a eu plus d'occasions. Voilà, donc... logique respectée, et à bientôt en espérant une nouvelle génération d'ici quelques années. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est un vrai événement qu'un pays comme ça ait pu performer autant dans ce sport qu'est le football. Mais bon, là on est à la fin d'un truc. Bon, c'est presque un déchirement de voir la Croatie dans cet état-là. Je pense qu'on est un petit peu tous fans de cette équipe croate, du jeu qu'ils ont proposé ces dernières années, des joueurs pour lesquels on a quand même pas mal d'affect de manière générale. C'est presque décevant pour nous, et non pas uniquement pour les supporters croates, de voir cette équipe-là sortir potentiellement et probablement même dès la phase de poule. Ouais, et puis en plus, c'est Modric qui symbolise ça, à l'image de son but, tu vois, qu'il va quand même chercher après son péno raté. Modric, il a vécu une saison compliquée, même si au final il y a des titres avec le Real, mais c'est vrai qu'il a beaucoup moins joué cette année. Ça a été plus compliqué dans cet Euro, donc comme vous l'avez dit, c'est la fin de quelque chose. Mais je rejoins Youss, c'est complètement lunaire déjà ce qu'ils ont fait. Tu vois, demi-finaliste de la Coupe du Monde, finaliste de la Coupe du Monde. Ils avaient fait une demi-finale aussi en 98. Je veux dire, en l'espace de 30 ans, c'est ouf quand même d'être aussi régulier en Coupe du Monde. Donc bravo à eux, ils vont nous ressortir des joueurs, ça c'est sûr. Là, ils vont peut-être avoir un petit creux parce que voilà, ils avaient une génération dorée. T'as pas ça tout le temps. Mais bon, on compte sur eux. Comme d'habitude, ils ont un vivier. Et ils vont nous ressortir des joueurs. Ça, je m'en fais pas trop pour ça. Mais c'est vrai que là, c'était assez fou. Et au final, il y a quelqu'un qui le disait, que ce soit contre l'Albanie et là, c'est des buts à la fin qu'ils encaissent à chaque fois qu'ils les mettent dedans. Ça, c'est quand même assez fou de concéder les buts à chaque fois à la fin. Ça fait mal. Et on le rappelle, parce que je le vois passer dans le chat, ils sont pas encore éliminés. Non, effectivement. Ouais. Le seul scénario dans lequel ils seraient qualifiés, c'est si la Slovénie en prend 3 contre l'Angleterre et si la République tchèque perd contre la Turquie. C'est 2 scénarios qui sont possibles. Ou fait match nul contre la Turquie. Ils sont pas très probables. Ouais, c'est vrai. Ou non, match nul, ça passera pas parce qu'ils ont un goal average négatif. Donc il faut que les Tchèques perdent contre la Turquie, et on sait que ça va pas être évident pour les Turcs face à cette belle équipe de République tchèque, qui montre pas un mauvais visage depuis le début de la compétition. Scipion, le bilan à tirer de cette équipe italienne. On a vu des cadres qui avaient été bons lors du premier match. On a vu des joueurs qu'on attendait peut-être un petit peu moins lors du premier match, Calafiori notamment, qui a été très bon pour l'entrée en liste
l'Italie face à l'Albanie, qui avait été peut-être à l'image une équipe italienne qui au global avait été dépassée par l'Espagne. Ce soir, on a revu un Calafiori. On a parlé de dépensement de fonction tout à l'heure. C'est lui qui monte, c'est lui qui délivre une belle passe à Zaccagni. Et finalement, voilà, c'est ces nouveaux joueurs qui prennent un petit peu le pouvoir dans la sélection. Ouais, exactement. Superbe Calafiori qui prouve sa montée en puissance avec le Bayern de Thiago Motta. Et d'ailleurs, c'est l'annonce à la Juventus pour suivre son coach peut-être. Mais c'est vraiment la belle révélation. Et j'ai envie de te dire, en fait, dans cette équipe italienne, il y a des états de forme un peu disparates. T'as Donnarumma, qui est comme à l'Euro 2021, en fait, qui a un niveau incroyable. C'est vrai qu'on disait meilleur gardien pour l'instant de la phase de groupe. Pas de problème. Et de loin, parce qu'il y a des sauvetages, il y a des parades, il y a une assurance. Je trouve vraiment déterminant pour cette équipe italienne. Et finalement, les autres cadres supposés, c'est un petit peu particulier. J'aime plutôt bien ce que fait Bastoni. Di Lorenzo, c'est encore en souffrance. Di Marco, il y a une activité, mais j'ai l'impression que c'est pas le Di Marco de l'Inter. Barella a toujours on rappelle, Di Marco, c'est un autre système aussi à l'Inter. Donc ça change la donne aussi. Donc, exactement. Et puis on a forcément cette attaque. Ce soir, ça a été la tentative Retegui-Raspadori. Alors Retegui s'est procuré les occasions, mais voilà, tu sais que c'est pas lui, ça va être tranchant. Ouais. Scamacca et Chiesa sont pas non plus. Chiesa a fait une bonne entame, mais tu vois, au global, contre l'Espagne, c'était dur. Donc pour Spalletti, là, il y a un match contre la Suisse qui va arriver, qui va être extrêmement compliqué, je pense. Pas facile. Après, dans l'histoire, sera compliqué pour les deux. Ce sera compliqué pour les deux, mais la Suisse n'a jamais battu l'Italie, donc tu vois, il y a aussi dans l'autre sens. Mais honnêtement, c'est là où ça m'intéressait justement. Ce que tu avais dit lors de la dernière émission sur l'Italie, c'était la patte de Spalletti. Là, j'ai pas encore, tu vois, ce petit truc supplémentaire dans l'aspect tacticien. Et c'est peut-être contre ce match-là, contre la Suisse, qui est une très très belle équipe avec une belle opposition, que ça viendra. Après, le problème, c'est peut-être les limites aussi de l'Italie. Moi, la vérité, il y a un peu mieux que ça, mais t'as l'impression que c'est un peu limité. On peut se dire que niveau banc, il n'y a pas une grande profondeur, et même dans le 11, on le dit depuis quelques temps, offensivement. Voilà, quand on connaît les attaquants italiens par le passé, ils traversent une période assez compliquée. Donc voilà, on sait qu'ils peuvent placer des défenseurs, ils peuvent avoir des milieux de terrain, mais au bout d'un moment, il faut aussi des joueurs capables de faire très mal. Bruce, question pour toi, question un petit peu réacte et provocatrice volontaire. On est en train de parler de l'Italie championne d'Europe, donc j'ai conscience de la question. Mais si l'Italie arrive à l'encart de cet Euro, est-ce que c'est une bonne performance ou est-ce que c'est une contre-performance? En sachant qu'ils sont champions d'Europe, donc c'est une contre-performance. Mais avec ce renouvellement générationnel quelque part, est-ce que finalement ce serait pas un bon résultat pour l'Italie de faire quart d'un Euro? Question, voilà. Franchement, s'ils vont en quart de l'Euro, pour moi en tout cas, ça sera pas un échec, dans le sens où ils sont dans un groupe sur le papier où c'était compliqué. On sait qu'il y a quand même des manques dans cette équipe et qu'il y a des équipes qui sont bien mieux armées qu'eux dans cet Euro. Donc si déjà ça va en quart, je te dirais, c'est pas un échec. Après, tout dépend comment tu sors aussi. Si tu te prends un 4-0 en quart, bon, ça la fout un peu mal. Mais voilà, bon, pour eux, évidemment, ils espèrent plus. Maintenant, ils sont qualifiés, même si tout est dur. Sur le papier, il y a peut-être des meilleures équipes, mais eux, ils savent très bien qu'ils sont capables de faire très mal. Bon, ils avaient une équipe, c'était peut-être mieux quand ils ont gagné l'Euro précédent. On va pas se mentir, mais ils n'étaient pas aussi donnés favoris au début de l'Euro. Mais c'est vrai que quand on les voyait jouer, ça jouait très bien et tout, qu'on se disait, alors peut-être, là, c'est vrai que tu as le sentiment que ça va vite plafonner quand même. Après, s'ils jouent la Suisse en 8e, bon, tu te dis que contre la Suisse, pour moi, la Suisse, évidemment, ils nous ont surpris agréablement parce qu'on se posait des questions. L'Italie, je suis peut-être un petit peu déçu, mais pour moi, c'est un match, ça va être du 50-50. Ça va jouer à pas grand-chose et l'Italie peut très bien se qualifier. Donc on verra. Et puis après, il faut toujours se méfier de l'Italie sur un match. S'ils vont en quart, après, ils peuvent te sortir n'importe qui. Et potentiellement en quart, c'est l'Angleterre. Ouais. Donc moi, j'ai envie de te dire, l'Italie avec un grand gardien comme Donnarumma, une Italie qui peut peut-être être un peu meilleur, par planter quelques buts. L'Italie peut un peu progresser aussi sur les prochains matchs, donc attends, tu vois, je les enterrerai pas. Ils ont beaucoup d'occasions. Avant ça, il y a la Suisse, malgré tout. C'est ça, mais en tout cas, c'est une probabilité. Non, la question sur l'avenir au global de l'Italie au-delà de cet Euro, moi il m'intéresse beaucoup parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de changements. On a notamment Gigi Buffon qui est venu dans l'encadrement de ce staff. On a vu des très bons résultats chez les jeunes, notamment la victoire chez U17, les U20 aussi bien performés. Donc écoute, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de prise de conscience. C'est vrai, quand on regarde forcément le vivier et l'état de cette équipe, le 11 ça me paraît quand même pas mal, mais le banc, moi ça m'inquiète énormément, tu vois, par rapport à ce qu'on a connu. Après on peut faire ce parallèle avec beaucoup de sélections, mais l'Italie c'est vrai que c'est un peu la panique. Et au final, c'est le débat qu'on a souvent eu avec Elvin, notre spécialiste Serie A dans hors-jeu. Il me disait, c'est vrai que les clubs ont un petit peu du mal à lancer les jeunes. Peut-être qu'il y aura enfin cette petite prise de conscience parce que tu vois qu'il y a des bons résultats, il y a des bons prospects, il y a des bons profils. Il n'y a plus qu'à.
Attention, je vois que dans le chat on nous parle de Camarda, attention quand même avec les jeunes joueurs, on se rappelle d'Achim Masto, on se rappelle que Pietro Pellegrini était censé être le futur meilleur neuf du monde, bon beaucoup de blessures mais attention quand même avec les jeunes de manière générale. Violent, mais oui, on va toujours être Camarda prudent, a l'air très très fort mais voilà. Il est bien encadré, comme prudence quand même, les blessures, on le espère physique, en tout cas. l'encadrement, futur grand neuf de l'AC Milan et de l'Italie et tout le monde sera heureux. Ouais, c'est vrai. Yous, question hors foot, enfin pas hors foot totalement mais par exemple un mec j'ai bien mangé. Calafiori. Calafiori, moi j'ai le sentiment que ça peut devenir l'égérie, ça peut devenir le taulier de cette équipe italienne. Il a la classe à italienne, il est beau gosse, il est fort. C'est ça que tu veux que je dise. Ouais, c'est. Il se passe caméra que Calafiori est beau gosse. Ouais. Voilà. Dis-le en regardant la caméra. Calafiori est beau gosse, mais je l'ai déjà dit, je crois ça. Ouais. Ok, tu l'as déjà dit. Mais moi, j'ai le sentiment que ça peut devenir limite le taulier de cette équipe parce que footballistiquement il est fort et qu'en plus je pense que les médias italiens peuvent l'ériger comme étant le patron de l'équipe. Non, c'est fort. Et à l'image, et on en a parlé là, vous en avez très bien parlé à l'image du but de l'Italie à la dernière seconde où tu as ce dépassement de fonction, où il porte le ballon et c'est quelque chose qui fait admirablement bien et surtout il a la lucidité de la donner parfaitement après avoir fixé et c'est une belle frappe, pas non plus super facile à mettre mais il offre un ballon de but et c'est juste incroyable et ça résume bien le joueur qu'il est. Donc effectivement voilà, Calafiori, à voir où il va aller. Ça parle de la Juve, ça parlait de Milan, mais je pense que ça sera la Juve. Milan, c'était il y a un an. Normalement, ils auraient pu l'avoir. Et ça elle était encore à la Roma. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit Calafiori, c'était Esteban au PSG, qui dit non. On rappelle que c'était une des pistes de Leonardo à l'époque quand il était à la Roma. Donc Leonardo, on sait qu'il fait bien la Serie A. Là, il y avait un bon petit coup d'œil. C'est vrai. Gros coup d'œil de la part de Leonardo. Pour le 8e, normalement. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est coup dur, surtout face à une sélection comme la Suisse qui a montré de belles choses depuis le début de la compétition. Messieurs, est-ce qu'on dégage des tops et des flops de cette équipe italienne, Bruce ? Donnarumma, j'ai envie de te dire, on en a déjà parlé. Ouais. Pour moi, Donnarumma, comme Pipion le disait, sûrement le gardien sur l'ensemble des matchs le plus marquant parce qu'il a quand même sorti pas mal de parades depuis le début. Et puis, il y a peut-être Calafiori aussi, comme on disait. C'est quand même lui qui vient apporter ça à la fin, ce but. Donc voilà, au-delà du travail défensif aussi, j'ai envie de te dire. Ouais, Donnarumma, Calafiori, je suis d'accord et je pense que c'est important de les mettre en avant parce que potentiellement, quand tu arrives sur des matchs comme les 8e de finale et tout ce qui s'ensuit, c'est quand même un game changer d'avoir un goal aussi performant qui peut vraiment te faire gagner des matchs à défaut de tes offensifs qui ont peut-être un peu de mal à convertir les occasions que tu te crées. Scipion ? Ouais, je rejoins mes camarades forcément sur Donnarumma qui est excellent depuis le début de l'Euro. L'occasion où il prend le but de Modric, c'est vraiment dur pour lui parce qu'il fait et le penalty et cette parade à bout portant. Ouais, c'est franchement compliqué. En flop, je vais peut-être dire un peu Jorginho que je trouve pas influent comme il avait pu l'être sur l'Euro, qui est peut-être un petit peu... C'est pas le premier match. Ouais, c'est pas le premier match, un cran en dessous d'un Barella dans ce duo-là. Et voilà, je trouvais que sa saison avec Arsenal était globalement bonne. Avec l'Italie, il a quand même un petit statut, il a un vécu, il a eu des belles performances. Mais là, je le trouve un petit peu en dedans, ouais. Messieurs, parlons peut-être de l'autre rencontre rapidement, Espagne-Albanie. Tout simplement, l'équipe d'Espagne avait pas mal fait tourner, victoire 1-0. Ça a marqué très tôt dans le match avec Ferran Torres, passeur décisif Daniel Olmo. Les Albanais se sont bien battus, Bruce, mais l'Espagne s'en sort quand même. 3 matchs, 3 victoires. Avec les remplaçants, le travail est fait, quoi. Mais un match qui était un petit peu sans relief. C'est ça, toujours cette facilité. Ça a pu faire souffler tout le monde. Ça vient gagner quand même tranquillement, ça met tout le monde en confiance. Donc c'est vrai que phase de poule parfaite, et à part l'Espagne, avec le Portugal aussi qui peut finir avec 9 points, donc eux ils n'ont pas de mal de tête et ça risque de compter par la suite. Donc écoute, cette Espagne, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et voilà, j'ai envie de te dire, sûrement l'équipe la plus impressionnante au final de cette phase de poule. Voilà, tout simplement. Yous, est-ce qu'on tire les enseignements de ce match-là, ou vu que ce sont les remplaçants qui ont joué, on s'en fout ? En vrai, si, tu peux dire quand même que... moi, je trouve que ça montre une certaine force de caractère et mentalement d'avoir la capacité à avoir des joueurs qui sont concernés et qui sont clairement... Voilà, il a fait tourner, je crois qu'il n'y a que Laporte qui était titulaire du match précédent. Ça montre quand même des choses, quoi. C'est pas à négliger, c'est une équipe qui fait 9 points, ça envoie un message à son futur adversaire. Donc oui, c'est peut-être les seules conclusions que tu peux en tirer. Scipion ?
Ouais, le seul but de la soirée, il est quand même magnifique, avec Laporte qui casse 2 lignes pour trouver Dani Olmo entre la défense et le milieu albanais, pour servir ensuite Ferran Torres qui conclut pied gauche. Donc voilà, les idées restent quand même. Et puis à la fin, j'ai vu des grosses interventions de Raya et tout, donc il y avait aussi cette volonté de finir la phase de groupe avec 3 clean sheets. Donc l'Espagne n'a toujours pas encaissé de but, donc c'est vrai qu'on a loué le jeu qui est quand même super intéressant proposé par l'équipe de Luis de la Fuente, mais il y a aussi une équipe qui défend bien, même les remplaçants sont au niveau. Donc dans le groupe de la mort, a priori, dans le groupe de la mort, la perfection. 32 buts, c'est quand même pas mal du tout. Avec un système un peu différent ce soir aussi, il faut le préciser. Exactement, mais tu vois, au-delà du match de ce soir, mais quand on voit des joueurs sur qui on peut avoir des petits doutes, comme Cucurella et tout, je trouve que quand même, les choix, la ligne défensive espagnole, c'est du costaud. Je sais pas si on peut en dire plus sur ce match entre l'Espagne et l'Albanie. On a plus suivi l'autre match de toute pour façon. ça. Donc, façon, l'Espagne, ils avaient fait tourner. Bon, voilà, l'Espagne très fort, et Albanie qui aura fait quand même son taf. Eux, ils peuvent sortir la tête haute, on va dire. Messieurs, on va peut-être jeter un coup d'œil sur le bracket, déjà sur le tableau final de cette Euro 2024, puisqu'on a déjà des premières informations. Portugal, Allemagne et alors il va falloir me laisser un petit peu plus longtemps, par contre. Oui, effectivement. Ça, c'est la chambre à Canto et Pipion, les gars. Vous voyez la Canto à frontière, gauche, c'est honteux. La frontière est respectée au moins. Vous avez vu le mec, les gars? C'est mes affaires sales, donc je les laisse par terre. C'est honteux. Après, je les fous dans le sac et puis je les laverai quand je rentrerai chez moi. C'est juste pour pas mélanger les affaires propres et les affaires sales, tu vois. Ça joue. C'est tout. Bah, bien sûr que ça joue. Bien sûr que ça joue. Bon, on a une première affiche, on a vu d'un côté avec Italie-Suisse et de l'autre, il y a déjà 3 cadors. Il me semblait que le Portugal devait être dans la moitié de tableau française. Visiblement, non. C'est ça. Ouais, c'est c'est ça. La Oui, France, c'est ça. ça sera en bas. Alors, Non, normalement, Portugal est tout en bas et la France En fait, est le problème, à la place que- du Portugal. Non, c'est pas ça. Si la France en fait, c'est un tableau final où il y a 50 équipes là. Je comprends pas. Attends, parce que les lignes. Non, En fait, bon, c'est le tableau de Roland Garros là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, t'as- mais les gars, t'as huit- comptez le nombre d'équipes. Bah, t'en as 8 et 8. Non, c'est ça. Ah, c'est bon. ouais. Ok. Mais non, mais en fait, si, c'est ça. Mais je crois que le Portugal est tout en bas, en fait, et la France à la place du Portugal sur le tableau de base ou un truc comme ça. Mais pas Ah non, mais en fait, c'est Mais bon. c'est ça. Hein. C'est Ok. bon, c'est vraiment ça. Le Portugal, C'est ils ça, sont dans la oui, partie Et la de France la sera mort. en bas alors. Ouais, c'est Ouais. ça. La Ok. France, si elle finit premier, elle est en bas avec le Portugal. Ah, Faut non. Si, Elle si, sera ça. Tout en bas, la C'est ça, France. ouais. Non, la France normalement c'est de l'autre, c'est le côté droit, en haut à droite là. C'est ça. C'est en haut à droite là, la France. Et du coup, le Portugal, ils sont pas de notre côté. Je comprends Mais pas si, trop. la France, il devait pas être du côté au Portugal. Je comprends Bah, plus. normalement, on m'avait dit non, Portugal c'est en Angleterre. demi. Non, t'étais du côté du Oui, mais Portugal. on pouvait Non, jouer le Portugal. en s'il demi. finissait deuxième. Si on finissait deuxième. Ah, Si toi tu d'accord. finissais deuxième et Ok, que ok. aussi. Bon, bah, il faut Mais terminer. du Il faut coup, on peut terminer jouer qui premier. en demi? Angleterre Angleterre, Ok. Italie, ou Belgique Ou Angleterre, Suisse. Italie, Belgique. Ouais. Ok. ou Hongrie. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, mais envie. du coup, le côté Toujours envie. gauche, Toujours le côté envie. gauche, en Bah, il fait en vrai, peur. c'est complètement déséquilibré, quoi. Bah, en gros, Bah oui. ça dépend des points de vue. On Non, mais verra. je pensais que c'était plus équilibré. Moi, je pensais que le Portugal croisait la France en demi Non, potentiellement. non, bah oui. Donc là, en vrai, le côté gauche. Non, quoi. c'est- Je vous avoue que j'ai Après- pas fait les calculs parce que c'est trop casse-tête. Et... Là on se projette en se disant la France va être premier. Ouais, ouais. C'est pas encore fait. Non, On c'est verra pas encore demain. fait. Il faut gagner demain. On sera au stade d'ailleurs pour les On soutenir. va gagner demain et que le Donc vous Pays-Bas fasse voyez moins bien. Espagne, Allemagne, Portugal d'un côté, premier huitième de finale connu, c'est l'Italie Ah non, mais- face à cette Mais équipe là, les gars, helvète. Ça change tout. La France, faut mettre presque l'équipe type ou pas loin demain. Faut pas louper ça. Faut finir premier absolument. Montre-nous là. notre braquette, Poineau. Quand je vois ça, Ça va être la t'as chambre. intérêt à finir premier parce que là, ça la fout mal. Il va derrière. remonter la chambre, tu vois. Ah ouais, là, ouais, c'est ça, il va remontrer la chambre, ça arrive. Ça arrive dans quelques secondes, là, le bracket qui va apparaître dans cet écran pour constater qu'effectivement c'est la même chose que celui qu'on vient de voir à l'heure actuelle. C'est Ça vrai va que nous moi, j'ai permettre bugué d'avoir en une voyant le confirmation. tableau Bah ouais, aussi, ouais, donc, moi aussi, ouais. Moi aussi. Bon. Ça arrive, Poineau? Peut-être que- Allez, le voilà. Voilà, donc là Oula. c'est un petit peu plus clair. L'équipe de France qui est dans la poule D, si je dis pas de conneries. C'est ça. Ok. Donc on sera en bas. Bon, il manque la Suisse et. C'est tout en haut, ouais. Ah d'accord, il y a le logo de la Suisse, j'avais pas C'est vu. ça. L'Allemagne est là également, donc oui, ils sont en Les haut. 3 équipes les plus en forme limite de l'Euro sont de l'autre côté du coup. Donc voilà, Donc exactement. on n'est pas trop mal à ce niveau-là, soyons honnêtes, si on fait pas le con demain. Exactement. Donc voilà, messieurs, on va pouvoir peut-être avancer du côté de ce tableau petit à petit et notamment demain avec de nombreux matchs qui seront joués puisqu'on aura 4 rencontres au programme de 18h, de 21h. Il est l'heure de parler des résultats de cette journée avec le Pronogate. Et commençons par le récapitulatif des scores. Qui a marqué des points aujourd'hui? La réponse en images dans quelques secondes. Et on va constater que le carton plein a été réalisé par un certain
Et Pipion Pas qui a mérité. passé 2 matchs sur 2 avec le match nul entre la Croatie et l'Italie, Comme la le- victoire de l'Italie face à la Bolivie, enfin son my match qui passe, son my match qui a évolué, il faut le dire. Pipion, quel a été ton my match? Parce qu'on rappelle qu'hier tu as mis Tricheur. Morata buteur, donc vu qu'il était remplaçant, tu as Alors, changé. Alors, en précisant que La je me suis corruption. en précisant que je me suis fait niquer parce que moi sur mon tout premier my match Fulkrug était remplaçant. Moi aussi. Je savais pas qu'on avait le droit de changer, je l'ai laissé, bon il a quand même marqué, mais bon voilà. Du coup, tu l'as pas laissé. Bah non, tu l'avais enlevé, comme moi. Oui, sinon tu aurais marqué T'avais des points. changé. Non, lors de la On première a eu- journée. Lors de la Ah, première la journée. première. Oui. Bah du coup, on dit tout, hein, on raconte les coulisses évidemment. Voilà, j'avais choisi d'abord Morata, puis après bah, il a pas joué. Du coup, j'ai dit bah tiens, je vais prendre Dani Olmo. Et la Bruce a fait ah non, prends pas le même que moi. Non non non, c'est incroyable, gna gna. J'ai fait ok, bah vas-y, je prends Ferran Torres et l'équipe ne marque pas. Je l'ai dit en rigolant. Ouais, les rigole, gars. t'étais sérieux. Tu Il y, sais avait, très il y bien. avait un regard sombre. Hein. Tu t'es Moi, je me niqué. suis dit, en je me- marquant Quand on ce est jeu. sérieux, tu marques 0 points. Je me suis tu vois, senti c'est bon. menacé. Je dis ok, panique, je prends le premier joueur. Hop, Ferran Torres. une Et Je voilà. t'ai sauvé la vie. Ouais. Donc C'est voilà. Nantes. Le classement du coup pour voir que Bruce est toujours en tête, mais derrière il y a Pipion qui lui souffle dans l'oreille. Le braque est pas loin. Un petit point derrière, 2 points devant Braque pour Bruce, 3 points devant moi-même, 5 devant le FC Guez et 6 devant Zal qui est bon dernier. J'étais deuxième, je passe quatrième. Mauvaise journée. Pour ma part, on va voir à présent les matchs qui a pronostiqué. Vous allez constater que c'est une soirée un peu particulière puisqu'on va parier sur la Copa América. Brésil, Costa Rica, Colombie, Paraguay. Bon, a priori, tout le monde a dû prendre plus ou moins les mêmes pics. Tout le monde a pris le Brésil, tout le monde a pris la Brésil ou quoi Colombie. Ouais, on aurait dû changer parce que là, pour le coup, tout le monde a joué On pareil. aurait Donc dû il y faire aura un pas de. buteur au Brésil pour qu'il y ait un suspense. Il n'y aura pas de changement, ouais. je sais pas. C'est peut-être trop tard. C'est peut-être trop tard. On verra pour les Ouais, prochaines fois. On pariera sur les matchs de demain dans l'émission quotidienne de demain à midi, les amis. On va à présent avoir les. Start Benchel. Il n'y a pas de my match pour nous. Ok. Non. Et ben Pour ça on va qu'on aurait dû passer. faire un buteur. On va penser tout simplement au start bench sell pour terminer tranquillement cette émission. Alors, quels sont les premiers start bench sell? Ils vont apparaître à l'écran, me semble-t-il, d'ici quelques minutes. Poineau va nous envoyer ça pour le premier. Il y en aura 3. Voilà. On va préciser qu'il y en aura 3. Et ça va arriver. Tu peux lancer, Poineau. On peut y aller. On a Ardoise, on a Cré, on a tout ce qu'il faut. Le premier start du bench sell. Gigi Buffon, Manuel Neuer et merci Iker Casillas. Wow, j'ai pas envie de le faire. La vérité, j'ai pas envie de le faire. Moi, je le fais. Moi. Ouais, s'il te plaît, merci. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, start. Mais ça me chagrine. Et on parle de Gigi Buffon, de Staniker. Il n'y a que des cracks, mais bon, faut bien choisir. Ouais. Au feeling. Merde. C'est au feeling, ouais. En deux. Putain. Allez, vas-y. Tu commences à me saouler ce soir, Pipion. Hein. C'est bon pour moi. J'ai mis Manuel Neuer en start, Gigi Buffon en bench et Iker Casillas en sell. Ça me fait mal au cœur parce qu'on parle quand même de Staniker, un des gardiens les plus iconiques de la sélection espagnole et du Real Madrid. Il a été avec les Galactiques. Enfin, je veux dire, on parle d'Iker Casillas qui pourtant est en dernier, mais devant il y a Manuel Neuer qui pour moi est tout simplement le meilleur gardien de l'histoire. Manuel Neuer à son prime, je pense que c'est quand même difficile de faire mieux sur sa ligne avec quelques rares défauts, mais dans son jeu c'est un gardien qui nous a fait rêver avec des parades qui sont déjà légendaires, avec des sorties de balles légendaires. On se rappelle de Manuel Neuer sur sa ligne imprenable, mais également Avec un jeu au pied aussi. un jeu au pied et on parlait même de lui comme un libéro. Donc voilà, Manuel Neuer a révolutionné peut-être même son sport et son poste. Je l'ai mis en premier, j'ai mis Gigi Buffon qui a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, qui a été champion du monde avec l'Italie. Bon, de toute façon, ils l'ont tous été quoi qu'il arrive. Donc voilà, mais Gianluigi Buffon, c'est quand même un des gardiens les plus marquants de l'histoire du foot à son poste, qui a toujours eu cette classe, qui a une longévité de carrière, qui a une longévité du côté de la Juventus de Turin, qui avec l'équipe italienne a été pourtant
en concurrence avec de très très grands gardiens. Donc voilà pour Gigi Buffon et Iker Casillas malheureusement en dernier. Pourquoi ? Simplement parce qu'il a peut-être toujours été considéré parmi les meilleurs gardiens du monde, mais n'a peut-être jamais eu l'aura ou considéré comme le meilleur des meilleurs comme a pu l'être Manuel Neuer ou Gigi Buffon, même si encore une fois je le rappelle, son parcours avec l'équipe nationale espagnole dans une des meilleures sélections nationales de l'histoire et dans un Real Madrid galactique, c'est vrai, mais pour autant peut-être qu'Iker Casillas n'a jamais eu la considération que les deux autres ont pu avoir dans leur carrière. Qu'est-ce que tu veux dire après ça ? C'est le mec. Voilà. De toute façon, on a tous mis la même chose. Je crois. Ouais, c'est ça. On a tous mis la même chose. Non, je comprends pas parce que dans le chat, ça dit Youss, il va expliquer, mais Neuer, on a la même chose, les gars. Intrinsèquement, c'est peut-être le meilleur gardien qu'on ait vu. Puis après, c'est deux autres très grands gardiens de légende. Mais moi, j'ai un petit affect particulier pour Buffon, un peu plus que Casillas. C'est normal. Donc voilà, mais Neuer, de toute façon, c'est le plus impressionnant des trois. Mais ouais, pour ajouter peut-être quelque chose, Neuer a révolutionné son poste, comme vous avez pu en parler, notamment de son jeu au pied, ses sorties, ce rôle de gardien libéraux. Et il y en a dans le chat qui avancent l'argument du Casillas a plus de trophées que les autres. Ok. Ouais. Du coup, Nacho est meilleur que Nesta. Voilà. Ça vient de sortir du coup. Alors, avec ce raisonnement-là, on va pas loin. Désolé Casillas, qui était un bon gardien, mais il était quand même un cran au-dessus d'un Buffon qui a évolué à la même période. Ouais, je suis plutôt d'accord. Le seul regret pour Casillas, c'est peut-être un petit peu la fin de carrière un peu bizarre avec le Real, l'éloignement via Mourinho, un petit peu de délit de sale gueule. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'il a pu faire à Porto. Évidemment, il a fait partie de la très très grande équipe d'Espagne. Moi, j'ai mis Neuer en 1 parce que, comme l'a très bien dit Kanto, voilà, c'est à la fois le fait de révolutionner son poste, mais aussi d'être impressionnant, d'être vraiment un monstre. Et même, je pense à ce match, le fameux 8e de finale de la Coupe du Monde 2014 face à Algérie, où il a su combiner les deux, à la fois faire des arrêts monstrueux et jouer à 45-50 mètres de sa ligne en étant vraiment rayonnant. Buffon, il y a la longévité, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a vraiment ce côté aussi des arrêts spectaculaires, une dimension supérieure, quelqu'un qui a fait Parme et la Juve et qui a vraiment été déterminant jusqu'au bout. J'aime bien aussi le fait de revenir à Parme à la maison en deuxième division italienne pour continuer l'histoire. Et c'est vrai que on peut comparer certains palmarès ou quoi, mais je trouve que Neuer a vraiment cette combinaison de tout et d'être, même si on peut dire, on a vu chacun évoluer et tout, peut avoir le côté finalement des fois de ces enfance, adolescence peut être marqué par certains joueurs. Je trouve que dans cette ère moderne, d'ailleurs, il n'y a pas trop de débat. Pour moi, c'est le numéro 1 all-time. Messieurs, deuxième start bench cell qu'on va découvrir en images avec encore une fois 3 cracks qui arrivent. Carles Puyol, Gérard Piqué et Sergio Ramos. Miskin Piqué au milieu de tout ça. Ok. Allez hop. T'aurais mis Arbeloa, ça aurait été plus dur que Piqué, je pense. Moi je vais parler parce que vous manquez de respect à Piqué que j'ai mis en premier, c'est le mec qui Non, évidemment Ramos. Évidemment Ramos en 1 qui est pour moi un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Je le mets dans mon type de l'histoire personnellement. Donc voilà, Ramos savait tout faire, une grosse longévité, capable de marquer des buts importants, dur sur l'homme. Joueur très intelligent, très rugueux, bref, une machine. En 2, Puyol, qui pour moi, c'est un joueur que j'ai adoré et que tout le monde aimait, même ses adversaires. Le mec, il forçait le respect. Il était monstrueux, Puyol. Puis en plus, avec sa coupe de cheveux et tout, il avait sa petite dégaine et tout. Et c'était incroyable. Pourtant, il n'était pas ultra grand en taille et tout, mais qu'est-ce qu'il était fort au duel. Quand il a enlevé son maillot fin de match, tu voyais que le mec, c'était une masse. Et c'est avec Puyol, un monstre. Et puis Piqué. Moi, je trouve Piqué, les gens ont tendance à être très durs avec lui. Je pense pas que tu sois titulaire aussi longtemps au Barça et avec l'équipe nationale quand t'es une pipe, entre guillemets. Moi, je trouve que Piqué, c'était un très bon défenseur. Alors, bien sûr, je le mets pas au niveau de Puyol et encore moins d'un Ramos, mais il faut quand même respecter, je pense, la carrière de Piqué. Il a su faire le boulot et de nombreuses fois et pendant très longtemps. Alors oui, sur la fin, ça a été plus compliqué, mais c'était pas le seul. Donc voilà, moi, ça me chagrine un peu quand j'entends que Piqué, il était là, mais voilà, il y avait une grosse équipe autour et c'est surtout grâce à ça, non. Il a sa contribution aussi, donc voilà, je tenais à rectifier le tir. Ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. Moi, je suis parti aussi sur cet ordre-là. Peut-être que défensivement, sur l'aspect pur,
Puyol est numéro 1, mais on juge pas que ça. Et Ramos a quand même pas mal de moments. Kiff, pas, je pense. Ramos, Je pense que Ramos c'est plus complet. Moi. Je vois ce que tu veux Non, mais dire. tu vois, dans l'aspect C'est un vraiment peu différent, peut-être oui. un contre un, voilà, pur. Oui. Mais Ramos, ça veut pas dire non plus que, voilà, évidemment, tu fais pas. On rappelle que Ramos a débuté sa carrière en tant que latéral. Donc voilà. Donc, Et Puyol aussi a joué latéral. Oui, également. exactement. Aussi. Donc moi, forcément, Ramos, avec tous ces moments marquants, il a fait partie de cette grande équipe du Real qui allait chercher je sais pas combien de LDC, qui a été dominant. J'ai même trouvé que sa deuxième saison à Paris était intéressante. Séville, il est revenu, non, il devrait quitter le club. Mais voilà, j'aime bien aussi ce côté, le joueur qui dure. Piqué, je suis d'accord avec toi. Hein. Là, il tombe avec évidemment 2 monstres, mais il faut pas le rabaisser sur la fin qui est difficile et tout. Non, franchement, Piqué, Et puis c'est des mecs qui juste avant ils te parlent de palmarès. Bah, du coup on peut parler du palmarès pour Piqué aussi. Donc, bah oui, on comprend pas le exactement, c'est ça. raisonnement, quoi. Et honnêtement, sur les débuts des années 2010, que ce soit avec le Barça ou l'Espagne, c'est un des tout meilleurs défenseurs de sa génération. Donc jusque-là, c'est délicat de trancher avec Puyol qui nous a énormément marqué, je pense, et Ramos qui lui, à la fois ce côté impressionnant et en plus le palmarès qui parle pour lui. Donc, Et les buts importants aussi. but important, ça fait partie aussi. 2014, l'égalisation en temps additionnel contre l'Atlético. Sushi, tu t'en souviens pour un moment. Même en Coupe du Monde, il avait mis un but quand il a gagné en phase finale sur un 1-0. Il y en a un, je crois, c'est Puyol qui marque. Alors un match. Puyol, c'est l'Espagne-Allemagne de Et 2010. je crois Ramos, il en met un dans un match. Et Ramos, de la merde. je sais plus lequel c'est, mais Puyol sûr, et je me demande si Ramos en met pas. je sais que mais le Paraguay en peut-être quart, pas. c'est David Villa. Et après, je l'aurais plus, tu vois. Yus Bah écoute, moi j'ai le même classement. Les Madrilènes peuvent souffler. Ouais, non, Ramos, Puyol, Piqué. Franchement, comment pas paraphraser si ce n'est que Ramos, je pense, le plus complet des trois. Vraiment impressionnant, défenseur central à la longévité qu'on présente plus. Rapide, qui sait gérer sa profondeur, monstre en 1 contre 1. Puis rugueux, c'est aussi important. Un caractère incroyable mentalement aussi, ça joue. Puis des buts très importants dans des moments encore plus importants. Puyol, que je mettrais devant Piqué, même si personnellement, et j'ai pas trop aimé le manque de respect envers Piqué, parce que moi c'est un défenseur que j'aimais beaucoup personnellement. Mais oui, voilà, quand tu fais le classement entre les trois et dans l'histoire, Puyol est devant. Voilà. Et pour moi, du coup, je vais aller très très vite. Sergio Ramos, c'est tout simplement du leadership. C'est un défenseur agressif, c'est un défenseur de grande qualité qui a joué dans une des plus grandes équipes de l'histoire, avec un palmarès long comme le bras, avec des buts décisifs en finale de Ligue des Champions, des buts décisifs et un palmarès également avec la sélection nationale espagnole. Pour moi, l'un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire. Je suis d'accord avec Bruce. Puyol devant parce que lui aussi était un vrai capitaine, un vrai bonhomme du football, j'ai envie de dire, parce que il était là pour démontrer des valeurs. Défenseur rugueux et fort, mais à côté un homme de grande classe, même si la classe ne vient absolument pas intervenir dans ce classement. Mais Puyol, on parle quand même d'un des très bons défenseurs de l'histoire de l'équipe nationale et du FC Barcelone. Il a évolué dans la meilleure équipe de l'histoire du football, tout simplement. Et Piqué, je le mets en 3e, tout simplement parce qu'il tombe face à 2 monstres et que c'est compliqué pour lui de venir rivaliser. Voilà. Merci. C'est good. On passe au 3e, messieurs. Ballack, Toni Kroos et Bastian Schweinsteiger. 3 milieux de terrain. Le maillot de Ballack, Poineau, t'as vu ça, c'est un vrai. Et je crois qu'il tient. Celui-là, c'est peut-être le moins évident des trois. Putain, je sais pas si c'est la nostalgie qui parle. Celui-là, il est moins évident, je trouve. Si, je pense qu'il y aura peut-être des ordres un petit peu différents. Putain, je sais pas. Désolé pour le blanc, les amis, mais là, c'est un vrai casse-tête. Je suis en train sincèrement de réfléchir à Il y a mettre Toni. tellement de réflexions à avoir par rapport à des palmarès, des statuts. C'est ça. Je pense pas que la nostalgie parle parce que Ballack, on a quand même encore pas mal d'images de lui. Oui, mais du recul. Mais c'est pas des mecs. Non, mais quand je dis la nostalgie parle, c'est parce qu'en fait, je suis en train d'hésiter à mettre Toni Kroos en 3, tu vois, et du coup, je me dis. Bon, moi j'ai fait. Je me dis, on parle de Toni Kroos, quoi, quand même. Ouais. Et est-ce que c'est parce que Schweinsteiger, c'est un de mes joueurs préférés? Ballack, c'est un mec rugueux comme j'aime. Est-ce que c'est. Tu mets ce que tu penses et tu l'expliques à ta façon. Y a pas de... Tu mets ce que tu penses, c'est comme ça. Là, c'est normal que le chat va voter Kroos. De toute façon, c'est le truc de l'instant, en vrai. Tu vois, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Vas-y, je fais ça. Je mets Schweinsteiger en 1, Toni Kroos en 2 et Ballack en 3.
Je me lance rapidement. Bon, Schweinsteiger, pour moi, c'est tout simplement un des ambassadeurs de cette équipe nationale allemande. Il y en a eu dans l'histoire. Plus récemment, pour moi, c'était des garçons comme Philipp Lahm, comme Bastian Schweinsteiger, qui avaient un volume de jeu au milieu de terrain assez incroyable. Alors peut-être que footballistiquement parlant, il y a un peu plus de côté créatif chez Toni Kroos, mais Schweinsteiger, c'était un travail capable de tout faire, tout simplement, dans le jeu avec ballon, dans le jeu sans ballon, à la récupération. C'était pour moi un représentant emblématique et un superbe footballeur. Je le mets en 1, mais je pense que c'est peut-être que c'est un ressenti personnel, je sais pas, sincèrement. Mais en tout cas, moi, c'était un des joueurs que je kiffais le plus. J'ai hésité après en 2 entre Toni Kroos et Ballack. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, Ballack, c'était un mec rugueux qui ouvrait grand sa gueule et c'était un mec que j'ai kiffé sur le terrain parce que très hargneux. Après, il faut pas le résumer à un mec hargneux. Moi, je me rappelle que Ballack, Van Bommel, par exemple, c'était 2 mecs que je kiffais auparavant également parce que c'était des mecs qui acceptaient de faire le sale boulot. Ballack qui était capable en plus d'illumination pendant les matchs. Mais je vais quand même mettre Toni Kroos en respect avec sa carrière avec la Nationalmannschaft, avec ce Real Madrid. Il a gagné un nombre incalculable de Ligue des Champions et lui, pour le coup, c'est pas juste un mec qui est là parce qu'il y a un gros collectif, parce que c'est lui qui fait le collectif, aux côtés notamment de Luka Modric. Et sur sa carrière, je pense que c'est quand même difficile de mettre Kroos, et c'est pour ça que je parlais de mettre éventuellement Kroos en 3, simplement parce que j'ai kiffé Ballack et j'ai kiffé Schweinsteiger, et peut-être que j'ai un petit peu moins d'affect pour Toni Kroos, mais si j'essaye d'être un minimum objectif, Toni Kroos, tu peux pas le mettre en 3 parce que c'est un grand footballeur qui va prendre sa retraite là après l'Euro et qui, je pense, sera érigé au statut de légende d'ici quelques semaines. Il va falloir un petit peu de temps parce qu'on sait qu'ériger au statut de légende des joueurs contemporains, c'est compliqué. Mais d'ici quelques années, je pense qu'on s'en rappellera comme une légende. Et Ballack, je le mets en 3, même si c'est un joueur que je kiffe. J'ai pas envie de dire moins impactant parce que ça va me déchirer le cœur de dire ça, mais c'est vrai que Ballack, footballistiquement parlant, est très fort, mais le mettre devant un Toni Kroos, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Bon, j'enchaîne sur Kanto. Moi, j'ai mis Kroos en 1 et pas Kroos. Je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça, mais bref. J'ai mis Kroos en 1 parce que c'est vrai que quand j'ai eu du mal au début, et après je me suis dit quand même longévité, le palmarès d'avoir gagné CLDC, le mondial, et bon, je parle pas des trophées nationaux, et une grosse régularité, et c'est un joueur qui te change une équipe. Donc lui, pour le coup, il réunit tout. Tu vois, par exemple, un Ballack, j'adorais, mais c'est 4 finales pour Ballack, 0 remporté. Il a perdu 2 finales LDC, une finale d'un Euro, une finale de Coupe du Monde. Donc voilà, quand tu compares, je suis obligé de me dire qu'il y a des mecs qui ont gagné des titres majeurs et beaucoup. Et lui, malheureusement, il lui manquait ce truc. Et du coup, Schweinsteiger, j'ai hésité en vrai à le mettre en 1. Mais après, je suis parti sur Kroos, que Schweinsteiger, ouais, je peux rejoindre un peu Kanto. C'est un joueur qui avait tellement de classe, qui savait faire tellement de choses, un vrai beau joueur. On l'a vu d'ailleurs au premier match. Passer avec son petit costard, on l'a vu de près. Et du coup, c'était là ma petite hésitation. Et Ballack, même s'il était très complet, très fort, il lui manque les titres majeurs pour moi. C'est pour ça que je l'ai mis 3e, mais c'est un super joueur. Voilà. Qui veut ? Vas-y, je te laisse finir, Scipion. J'hésite Moi, il y a un peu de différence, donc je vais le présenter. Ouais, Kroos en 1. Je pense que ceux qui ont une hésitation n'en auront peut-être pas dans les prochaines années. Je suis un des plus vieux, hein. Je pense que si on compare avec le chat, sur le plateau, je suis pas un des plus vieux, mais si on compare avec le chat, je suis un des plus vieux. Oui. Mais les gars, Kroos, il est dans l'histoire, même si on compare à d'autres milieux de sa génération actuelle, je le mettrai pas tout en haut, mais par rapport à ses compères, je le mets en haut. Maintenant, moi personnellement, j'ai une préférence pour Ballack par rapport à Schweini, et je pense que c'est important de rappeler que Ballack, j'ai vu du manque de respect. Et comme l'a dit Bruce, il y a des finales perdues. Après, voilà, c'est pas le seul sur le terrain aussi. C'est un sport collectif, donc j'ai pas envie de réduire des joueurs à juste leur titre. Et Ballack était un joueur incroyable que j'ai surkiffé, donc je le mets en 2. Maintenant, le Schweini en 2 s'entend aussi. Hein. Ouais, non, mais en vrai, tous les choix s'entendent. On parle quand même de 3 très grands joueurs qui ont marqué un peu leur histoire à chaque fois leur moment. Scipion. Ouais, du coup j'ai mis Toni Kroos en 1 forcément pour les titres, la longévité, et puis aussi moi ce que j'ai aimé c'est ce retour en force pour sa dernière saison, le fait qu'il était un petit peu plus en difficulté, il a dit ok pour ce last dance je vais remettre un petit peu... on rappelle qu'il y a un cas où il gagne le Ballon d'Or là, s'il gagne l'Euro avec l'Allemagne. Il y a un moment on se disait on approche de la fin, on pensait pas qu'il retrouverait ce niveau là. Ouais. Il a remis évidemment le bleu de chauffe et voilà, c'est au-delà de ça, c'est un joueur qui est tellement incroyable comme milieu de terrain avec cette qualité de passe aussi, quand il voulait envoyer des lourdes il pouvait, et puis aussi sa personnalité, son caractère sur le terrain, enfin voilà, il a été dans une équipe d'Allemagne dominante, il a été dans une équipe du Bayern, du Real surtout, c'est assez incroyable. Forcément, SCH pour SCH laquelle ? Marché noir, anarchie, A7. Il y en a quand même 2 qui disent Kroos Ballon d'Or, MDR.
Grosse ballon d'or MDR, mais les gars, j'ai pas envie de mal vous parler, mais au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre, tu vois. Enfin, dire, on parle de Tony Kroos qui a fait une saison de baiser et qui... Non, mais là, c'est gentil, c'est gentil. Non, mais on parle de Tony Kroos, les gars. Vous trollez, mec. Chouameni, je l'ai mis là parce que forcément, j'ai apprécié le fait qu'il ait commencé sur un côté, puis qu'il était fort sur un côté, aussi très très bon milieu de terrain. Et en fait, le seul souci pour Ballack, c'est qu'il aurait pu être un peu plus haut parce que forcément, il était aussi dépendant des équipes où il a pu être, hormis Chelsea. C'était quand même le Bayern, le Bayer Leverkusen et l'Allemagne, c'était pas les plus forts par rapport à ce qu'on a connu. Tu vois, le Ballack, s'il avait été là en 2014-2016, je pense qu'il aurait peut-être été le meilleur de cette équipe parce que c'était tellement un monstre absolu. Donc ouais, mais avec Chelsea, par moment, je trouvais. Avec Chelsea, il y avait moyen de faire mal. Tu vois, Ouais, mais avec l'équipe qu'ils avaient. tu peux le tourner autrement. Chelsea allait le chercher. Tu vois. Et le Chelsea de l'époque va chercher les meilleurs joueurs de l'époque. Ouais. Ah oui, mais donc, tu peux aussi le tourner comme ça. Qu'ils avaient, pour moi, il n'y a pas d'excuse dans cette équipe-là, c'est ça que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais voilà, j'adorais la personnalité de Ballack, mais Chouameni par rapport à pareil, tout ce qu'il a pu réussir sur le terrain. Comme je dis, j'adore la reconversion de poste qui a été énorme pour lui, donc voilà, c'est ça mon petit classement. Messieurs, c'est la fin de ce petit start, bench, sell. Mais c'est également la fin de cette émission. Merci Bruce d'avoir été avec nous. Merci les gars. Merci à Yous. Merci Kanto, merci et le chat. merci à Pipion. Merci Kanto, merci à tous. Les amis, nous on se retrouve demain à midi. Attention, mettez le réveil parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas levés à midi. Donc voilà, il va falloir se lever. Émission à midi jusqu'à 13h30 à peu près. Après, nous partirons en direction le stade pour voir France-Pologne pour le dernier match de ces phases de groupe avec un vlog qui sera tourné. Pas de vidéo qui sort demain, je crois en particulier. Pas de vlog, même si le deuxième vlog est prêt. Il sortira peut-être demain ou après-demain. En tout cas, on vous remercie d'avoir été en notre compagnie pour la viewing party. Et oui, Roberto merci De Zerbi de nous avoir suivi cette quotidienne. Oui, De Zerbi. Ça y est. Officiel, enfin, on Here we respire. go. C'est enfin officiel, annoncé par l'Olympique de Marseille. On peut se lâcher. On y va. On va pouvoir se Lâcher des ce caisses soir. un peu là. Voilà, on va lâcher tout ce qu'on a ce soir, les amis. On vous souhaite une douce et excellente soirée. Et on se donne rendez-vous demain Les amis. à midi. Ciao, ciao.